Bonus. Trax. Bonjour à tous les trekkers et trekkies de toutes sortes, je suis le commandeur Guigui et je suis ravi de vous accueillir à bord de la station du Cadran Pop, le podcast sur Star Trek, écoutable dans toute la galaxie et sur toutes vos applications de podcast via le flux du coin pop. Alors on va pas perdre de temps et on va parler tout de suite de l'avant-dernier épisode de la saison 5, mais aussi l'avant-dernier épisode de la série Star Trek Discovery tout court. Let's fly! We're after the power of creation. Notify Discovery. They need to get moving now. We have to get it on board. Too late. The Breen have it. What do we do now? We're gonna get it back. This is insane. Maybe we leave in 10. Working. Et pour en parler, bien sûr, je ne suis pas tout seul, je suis avec un équipage d'élite, même s'il est un peu réduit aujourd'hui. Nous sommes avec notre capitaine Manu. Salut Manu. Bonjour. Et ouais, non, c'est l'équipage de Chris, quoi. C'est ça. Et on a un autre capitaine, donc notre capitaine par intérim, Cyril Michael. Salut Cyril, comment ça va ? Salut, écoute, ça va, hein. Il reste que les derniers survivants de la tranchée. Oui, alors c'est vrai que le podcast va être sûrement un petit peu court, parce que l'épisode est un petit peu creux, donc si on est un peu rapide sur certaines choses, vous ne s'en voudrez pas, je pense. En reprenant la métaphore de la tranchée, on est là deux doigts de retourner les baïonnettes contre nous avant le final, quoi. Enfin, la veille de l'armistice, tout ça, quoi. Mais c'en est trop. Ouais. En fait, avant de commencer vraiment à se faire du mal, on va évoquer quelques news, enfin, quoique elles vont peut-être nous faire du mal aussi, on ne sait pas. On va quand même commencer par la plus sympa. C'est, on a eu une annonce de casting de Star Trek Starfleet Academy avec, figurez-vous, Holly Hunter, qui serait donc le lead cast de la série. Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle et est-ce que vous aimez bien cette actrice ? Ouais, j'aime bien l'actrice, j'ai juste pas trop d'intérêt pour la série. Et en fait, j'ai un peu peur quand je pense à Holly Hunter, j'ai l'impression qu'ils vont faire un rôle de chef de Starfleet Academy psychorigide un peu conne, tu vois. Je sens qu'ils l'ont prise pour ça. Son rôle un peu dans Man of Steel, de sénatrice. Ouais, c'est vrai, ouais. Je vois ce que tu veux dire. Mais j'ai toujours cependant zéro intérêt pour Starfleet Academy. On verra. Même en sachant que l'actrice qui joue Mariner, elle sera partie de la Writer's Room. Ouais, on verra. Ok. Non mais je suis d'accord. Et toi Cyril ? Moi aussi, j'ai pas un attrait extraordinaire pour la série Starfleet Academy. Donc j'ai vu l'annonce, je me suis dit pourquoi est-ce qu'ils ont besoin d'un capitaine alors que c'est des recrues ? Il me semblait qu'on allait suivre le quotidien d'une recrue de Starfleet, quoi. Mais à San Francisco. Je me demandais, je pensais pas que ça allait être dans l'espace ou qu'il y avait besoin d'un capitaine. Ah mais pour moi c'est à San Francisco, c'est juste la boss de l'académie, quoi. Non ? C'est pas ça l'idée ? Pourquoi ça sera à San Francisco ? Je suis pas sûr parce que ça sera quand même au 32e siècle. Et la Terre ne fait pas vraiment partie de la Fédération encore, je crois. Si, je me souviens plus dans Discovery si c'est le cas ou pas. En tout cas, je suis pas certain que Starfleet. On sait que le QG de Starfleet, c'est dans l'espace, c'est l'espèce de base stellaire un peu chelou, très jolie là. Donc, on sait pas où elle est basée cette académie. Est-ce qu'ils vont revenir vraiment sur Terre, à San Francisco ? Je sais pas. Bon, mais mon attrait est pas spectaculaire. Après, meilleur intérêt pour moi que la seconde news qu'on verra après. Oui, exact. J'allais en parler donc de l'annonce qui a été faite sur le prochain film Star Trek qui devrait sortir l'année prochaine, mais plus probablement l'année d'après, donc pour les 60 ans, en 2026 donc. Figurez-vous que c'est Simon Kinberg qui devrait être le producteur de ce nouveau film, qui en plus de ça serait donc une sorte... Enfin, il était qualifié de reboot, alors ça veut tout et rien dire, mais surtout reboot dans le sens où ça se passerait avant Enterprise, et ça montrerait en fait les années de création de Starfleet, donc les premières années, parce que dans Star Trek Enterprise, Starfleet existe déjà, et ils vont lancer leur premier gros Enterprise dans l'espace, mais il y a eu quand même des choses avant, et visiblement c'est ces choses-là avant qu'on verrait. Ça implique forcément que du coup ça serait pas dans la Kevin Timeline, puisque la Kevin Timeline, les films de J.J. Abrams, le schisme se fait à la naissance de Kirk, avec la destruction de l'USS Kelvin par Nero. Ça implique pas forcément, ça implique forcément s'ils suivent leur scénario, mais je suis pas sûr. C'est-à-dire ? Ils vont faire ce qu'ils veulent. En fait, c'est ça le problème, c'est soit ils vont respecter le canon
à tout prix, et du coup en gros ça sera une espèce de pré-Enterprise, et peut-être qu'ils se sont dit bah on va faire comme la série For All Mankind, en piochant un peu des idées là-dedans, en se disant ah bah oui, Enterprise au début c'était censé être un peu ça, et puis c'était un peu finalement un acte manqué, donc refaisons un peu la même chose mais en essayant de faire mieux. Soit effectivement ils font complètement n'importe quoi, ils respectent pas du tout le canon et ils s'en foutent, ce qui risque forcément d'arriver, c'est notre plus grande crainte. Soit c'est carrément encore un troisième univers, quoi. Et là c'est... Enfin, en fait, franchement, en lisant les annonces qui ont été faites, les articles qui sont parus sur Internet, j'avais l'impression d'avoir le bingo de tout ce que les fans de Star Trek ne veulent pas voir, en fait, dans un prochain film. Et puis Simon Kinberg, que personne ne veut voir nulle part. Mais moi, je pensais qu'il était à la retraite, ce gars. moi, je pensais qu'il était peut-être en procès, mais a priori non. En procès quoi, à cause de quoi, des 4 Fantastiques? De fans mécontents. Des tendances de ses fréquentations, il a peut-être les mêmes, c'est pas impossible. Ah putain, c'est vraiment... Ah, ok, c'est de pire en pire, quoi, cette news. En plus, ouais, moi j'ai revu les X-Men dernièrement, là je fais oui, c'est... Tu sais que j'ai rematé le 1 hier. Et je déteste Bryan Singer, mais j'aime beaucoup X-Men 1 et X-Men 2, quoi. Ouais, les premiers films, ils étaient vraiment bien, mais les siens à lui, donc Dark Phoenix, je l'ai vu le week-end dernier, oui, c'est plutôt une catastrophe, quoi, donc ça fait vraiment peur. Alors, c'est pas lui qui va écrire et réaliser, mais... je sais toujours pas si je trouve que Dark Phoenix est pire que Apocalypse ou pas. Pour moi, Apocalypse, c'est quand même exceptionnellement nul. Ah oui. Mais ouais, ça se met dans le bas du panier quand même, en tout cas. T'as raison, Dark Phoenix est un poil moins nul que Apocalypse. Ça, je suis assez d'accord. Mais bon... Là, franchement, cette news-là, elle fait pas du tout rêver. C'est pas inspiré, hein, c'est pas un réalisateur inspiré de toute façon. Hein. Enfin, c'est un exécutant, il a pas... Mais c'est comme Kurtzman et compagnie, ils sont pas là pour faire des trucs exceptionnels que t'as jamais vu, quoi. Donc forcément, le risque est plutôt vers la déception. Enfin, le risque. Ouais. En fait, c'est le réalisateur, ça sera donc Toby Haynes, on l'avait déjà dit, donc un gars qui avait réalisé des épisodes de la série Star Wars Andor, qui pour le coup était vraiment bien. Mais moi, vraiment, je suis très interloqué quand même par ce choix de pitch de film, quoi. Parce que, ça sera pas un vaisseau de Star Trek comme on a l'habitude d'en voir, ça sera... Ouais, ça sera quoi? Ça sera For All Mankind, quoi. Donc, j'espère... Enfin... Bah, et puis ce qui est déroutant, c'est que, autant le reboot, du coup, de Abrams, il y avait la motivation c'était l'époque Kirk, et les gens, ils connaissent l'époque Kirk, quoi. Ils connaissent Kirk et Spock, voilà, c'est maîtrisé. Mais là, pré-Archer... Les gens connaissent pas Archer déjà, donc pré-Archer. Est-ce qu'ils ont vraiment, genre, par exemple, une super idée de concept, vraiment un truc, vraiment une bonne idée? Mais connaissant les gaillards, on peut en douter, quoi. Donc c'est vrai que Parce que la plupart des premières interactions avec les autres races, du coup, c'était dans Enterprise, donc... À part les Vulcains, qui est-ce qu'ils vont capter? Il y en a sûrement 2-3 autres, mais c'est vrai que c'est principalement les Vulcains, quoi. Les Klingons, ils les connaissent pas encore, les Romuliens non plus. Tu vois, à la limite, j'aurais été peut-être plus intéressé d'avoir une sorte de film Enterprise avec le casting 20 ans après et voir les guerres romuliennes. Oui. Tu vois, c'était d'ailleurs les rumeurs de films dans les années... Avant que J.J. Abrams arrive avec son film en 2009, les rumeurs de films qu'on avait, c'était ça, un casting avec des nouveaux personnages sur une trilogie de films sur les guerres romuliennes. Bon, bah, quitte à tout prendre, je préférais encore ça à la rigueur, quoi, mais... Ouais, moi, je pense que ça va être classé à la verticale, tout ça. Je pense que ça verra jamais le jour, là. C'est pas impossible, ouais. J'espère en tout cas. Mais en plus, moi j'aime pas Simon Kinberg de base, mais le principe même d'aller prendre un vieux mec, il y a beaucoup de nouveaux réalisateurs, je suis sûr, ils seraient chauds d'aller tenter, et des bons réalisateurs et réalisatrices, qui seraient chauds d'aller tenter Star Trek en fait, et qui auraient des choses à apporter visuellement probablement. Et là, ils prennent vraiment... le mec qui est attaché, c'est Real Lambda 101, quoi. J'imagine Denis Villeneuve... Il n'y a pas d'ambition, en fait. Qui réalise un Star Trek, 20 minutes à contempler le moteur à distorsion. Ça serait beau. On appelle ça The Motion Picture. Ouais. Là, je suis en train de regarder la fiche de Toby Haynes, qui sera le réalisateur. Oui, il a fait beaucoup de séries, hein, du Doctor Who, donc oui, je l'avais déjà dit, des épisodes que j'adore en plus, de Black Mirror, des trucs comme ça. J'essaie de trouver son âge, je ne le trouve pas sur internet. Mais en tout cas, oui, Simon Kinberg, c'est clair qu'on se dit, ouais, c'est un vieux gars. En même temps, je pense que c'était soit lui, soit J.J. Abrams, et qu'en fait, J.J. Abrams, il l'a appelé pour se délester du job, quoi, tout simplement. Enfin bref, donc de toute façon, on aura l'occasion d'en reparler, hein, bien sûr, hein, c'est sûr. Donc bon.
Mais oui. On va commencer à parler quand même d'un petit truc un peu plus joyeux sur notre financement participatif. On est actuellement à 116%, alors merci beaucoup. Là actuellement on est en train de réfléchir à ce qu'on va faire durant le week-end, sur les à côté, par exemple les vendredis ou les dimanches, ce genre de choses. Et on vous tiendra bien sûr au courant sur nos sites internet et sur notre Discord de ce qu'on va prévoir pour tout le week-end. Et toi Cyril, justement, est-ce qu'on aura le plaisir de te voir à Metz en septembre ? Alors, en théorie, oui. Voilà, mais je confirme mi-juin. Et on aura la confirmation de savoir si Arcadie vient en août. Ok. Alors tu sais que le financement participatif se termine le 9 juin. Début juin, je te confirme. Mais c'est vrai que c'est difficile pour moi de me projeter. Ouais, je comprends. Parce que Lyon-Metz, c'est pas direct. Ouais, alors Metz, je sais pas où c'est, mais Lyon-Metz, il y a des bus directs maintenant. D'accord, il y a les bus. Metz. On dit pas Metz, on dit voilà, Metz, on dit Metz, on dit pas Metz. Okay. Et je viens de Nantes. Ah là là. Je viens de Nantes. Mais oui, ça me plairait bien. Ok, bah ça serait un vrai plaisir de te revoir. Et puis de faire la connaissance d'Arcadie du coup. On va commencer à parler vraiment de l'épisode de cette semaine. T'es sûr on peut pas. Ouais, c'est vrai que là vous avez vu quand même que j'essaie de repousser le plus possible la discussion sur l'épisode. Ça se sent. C'est vrai. Alors qu'est-ce que vous avez pensé de l'épisode de cette semaine sans spoiler, Manu ? Ah, ça a été difficile, un petit peu. Pour plein de raisons. Alors déjà, je l'avais commencé hier. J'ai arrêté à 15 minutes. Je l'ai repris, il était à 14 minutes, donc à peu près à 14 minutes. Parce que j'arrivais pas à rentrer dedans. Et je me suis dit, je vais rien en retirer de positif si j'arrive pas à rentrer dedans. Donc je me suis dit, je le relancerai plus tard. Le podcast venant, je me suis dit, je me lance. J'ai rien compris au début. Enfin, en fait, on est arrivé à un moment où ils enchaînent tellement beaucoup de choses, ils ont un rythme d'action et d'intensité, de tout le monde est dans des dialogues intenses tout le temps, qu'en fait, on suit plus. On n'arrive plus à savoir ce qui se passe, pourquoi ils sont pressés, pourquoi, alors qu'ils sont pressés, ils sont tout le temps, tous au même endroit. Ils se retrouvent en 5 minutes. Moll est là, ils arrivent. J'étais presque perturbé par le preview parce que j'ai détesté l'épisode de la semaine dernière et j'en ai oublié des morceaux. Je l'avais simplifié dans ma tête. Le résultat est le même, mais je l'avais simplifié. Mais on est d'accord que c'est l'avant-dernier épisode de la série. Ouais. Parce que qu'est-ce qui se passe en fait ? Qu'est-ce qui se passe dans... Alors tout est prévisible, c'est incroyablement prévisible. La fin, on en reparlera, mais il y a un truc qu'ils auraient pu faire dès le début, ça aurait fonctionné encore mieux parce qu'il n'y aurait pas eu de personne en danger. Et au milieu, des fois, on a l'impression... Qui se rappelle qu'il reste qu'un épisode derrière et qu'il y a des trucs, il faudrait peut-être boucler les histoires de personnages. On a le retour de Saru direct parce qu'on savait qu'il reviendra en fin de saison. Et des fois, on a l'impression qu'ils oublient qu'il faut boucler des intrigues de personnages. Donc, on a des trucs qui patinent, des trucs qui nous reviennent à des situations de statu quo d'il y a 2 ans, mais on n'en a jamais reparlé depuis. On a cette étrange conversation entre Book et Michael alors qu'on a eu une conversation qui réglait la chose dans le premier épisode de la saison. Je sais pas, c'était hyper laborieux. Vraiment, le personnage de Moll, au début, je trouvais qu'il était là pour jouer sur des clichés, et maintenant il est là, on sait plus pourquoi. L'actrice, elle sait plus pourquoi non plus, elle regarde des trucs de façon, on dirait qu'elle est devenue une fanatique, moitié de ce qui se passe. Et derrière, à part, je l'ai dit en off, mais à part Rainer et Stamets Sedira que je trouve très mal utilisé, mais au moins il me faut ressortir des choses. Mais il y a que Rainer qui m'intéresse, quoi, sur un équipage qui était là depuis 5 saisons et lui il est là depuis 8 épisodes. Donc ouais, non, je ressens pas vraiment du tout cette fin de saison et cette fin de série. Et je comprends pas comment ils peuvent à ce point foirer ça, justement. Parce que je m'attendais à du dégoulinage de 2 épisodes de sentiments entre les personnages, c'est la fin et tout. Et j'ai même pas ça en fait. Donc je sais pas. Et toi, Cyril, et d'ailleurs justement, autre question, comment t'as vécu la saison 5 dans sa globalité jusqu'à maintenant ? J'étais plutôt indulgent tout le long de la saison 5. J'étais plutôt bien dedans, malgré les écueils. Et là, cet épisode, il a fini de me sortir de la série. J'ai hâte qu'elle se finisse, j'en ai marre. Et je vois tout plein de défauts maintenant. C'est-à-dire qu'au début, je m'en accommodais. Et là, je vois que ça, et même le réalisateur, tu sens qu'il en a marre, quoi. Il y a des plans qui sont filmés, mais le plan de la serrure, c'est un plan d'étudiant en cinéma, ça. Déjà, l'épisode qui commence avec une caméra qui tourne sur elle-même, le plan qui tourne sur lui-même, je me suis dit, mais ils vont péter un plomb. On se moque tout le temps des caméras qui tournent dans tous les sens, et là, ils ouvrent là-dessus. Et cet épisode m'a sorti de la série. Voilà, j'ai hâte que ça se termine, et je me suis dit, ça aurait fait un bon téléfilm, cette histoire. Mais pas, je sais pas, on est à 10 épisodes là. Pas 10 ou 11 épisodes, quoi. 10. Ouais, voilà. Dans 2 épisodes, ça aurait dû être bouclé, cette histoire.
C'est valable un peu pour toutes les saisons de Star Trek récentes, j'ai l'impression. Ouais, je sais pas, Strange New World, j'y trouve pas tant de défauts que ça, quoi. Oui, enfin, Pareil, Lower dans Decks. les séries, les saisons où il y a un fil continu, un fil rouge continu, ouais, tu vois. Bah moi, je suis un peu de ton avis, hein. J'étais plutôt bienveillant. Enfin, je me laissais faire, on va dire, par la saison. Et c'est vrai que depuis 2 épisodes là, surtout celui de cette semaine, ouais, vraiment, non, ça va pas, quoi. Là, c'était particulièrement chiant. J'ai trouvé que l'épisode était complètement creux et que pour un avant-dernier épisode, alors moi je me suis déjà demandé si dans cet épisode-là il n'y avait pas justement des reshoots qui avaient été mis, et je me suis dit est-ce que peut-être par exemple Saru était prévu d'être dans le final de la saison 5, parce que peut-être que je me suis dit éventuellement Saru il le ferait revenir pour le dernier épisode en saison 6 ou 7 si ça avait duré plus longtemps, et que là comme c'est les derniers épisodes, enfin de la série complètement, est-ce qu'ils l'ont pas rajouté, tu vois? Je sais pas pour Saru du coup, parce que je pense qu'il revenait dans tous les cas fin de saison, même si c'était pas la dernière. Moi, les 2 scènes où je me suis posé la question, c'est celle dont je parlais de Michael et Book tout à l'heure. J'ai vraiment l'impression qu'ils remettent une conclusion à la relation à la fin, alors qu'ils l'avaient déjà fait au début et qu'il n'y en avait plus besoin. Et le rapport de Stamets à Adira, qui semble... tu vois, le retour de cette relation semble forcé alors qu'on ne l'a pas vu pendant une saison et demie. C'était là en saison 3, mais on l'a pas vu en une saison et demie. Là, on va commencer à spoiler, donc on va rentrer directement dans la zone spoiler. Red alert! Qu'est-ce qui s'est passé? Où il est? Dans ma langue. Dites-moi à quoi on a affaire. Qu'est-ce que vous savez? Notre soldat n'est plus visible sous nos scanners. Il semble que ce soit un portail extradimensionnel. Vers où? Nous ne savons pas. La technologie des progéniteurs doit être de l'autre côté. Vous devriez retourner sur la passerelle jusqu'à ce que nos scientifiques déterminent s'il est possible d'entrer sans danger. Je dois faire quelque chose avant. C'est une mémoire pour ton portable. Apprendre à utiliser la technologie prendra du temps. Il vaut mieux préserver le corps de Helak. Je vais te ramener. Warning. Ouais, donc pour revenir à ce que tu disais, Manu, je suis assez d'accord pour la discussion entre Book et Michael. Et surtout, je me suis dit, elle est facile à incruster parce qu'en fait, c'est juste des têtes dans des fonds verts avec, où ils nous font genre une Iron Man, en fait. Ils sont en fait, le plan, il y a une histoire, en fait. Michael, Book, C'est horrible. Rhys, Adira s'infiltrent sur le vaisseau Brin pour essayer de récupérer l'espèce de gros bloc qui est censé cacher la technologie des progéniteurs, donc qu'ils ont récupéré, qui était planqué entre deux trous noirs, et c'est les Brins finalement qui l'ont récupéré. Les Brins n'avaient pas vu le Discovery qui était occulté, donc ils se sont dit on va s'infiltrer, on va faire un casse. Donc ça commençait déjà un peu le montage, un peu genre en casse. D'ailleurs l'épisode est réalisé par Jonathan Frakes. Je trouve un peu dur sur la réalisation, je trouve qu'elle était plutôt propre, elle n'était pas exceptionnelle, mais en tout cas elle était Franchement, propre. il en fait beaucoup trop. Ah oui, il a fait mieux. Il a fait mieux, il a fait plus intelligent. Enfin, Lisée Ducasse, alors c'est pas lui qui l'a écrit, j'imagine, mais Lisée Ducasse, c'est nul. C'est nul dans l'exécution. C'est écrit par Shane Cochrane et Harry Friedman, pour être clair. Ok, je sais pas ce qu'ils ont écrit d'autre, s'ils ont créé d'autres épisodes ou autres, mais là j'ai trouvé ça nul là-dessus. Mais la réalisation, moi je trouve que ça en fait un peu trop, quoi. Les plans qui tournent dès le début, là, pourquoi en fait? C'est devenu un gimmick de la série.
Ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, la discussion dont tu parlais, Manu, entre Book et Michael, comme ils sont cachés, infiltrés en tant que Breen, ils ont donc toute la combinaison, et on voit leur tête en gros plan, et genre comme dans Iron Man, en fait. Et je me suis dit, mais c'est des plans comme ça, c'est facile à insérer si jamais ça devait être des scènes qui étaient rajoutées. Et aussi, comme toi, je me suis demandé si cette scène-là, qui me paraissait incongrue, n'avait pas été rajoutée, ne faisait pas partie des reshoots parce qu'on le rappelle, au début, quand ils ont tourné la saison 5, ils ne savaient pas que c'était la dernière saison, et quand ils l'ont appris, ils ont retourné des scènes, ils ont rajouté des scènes supplémentaires aux derniers épisodes, ils ont fait des changements pour que ça fasse plus fin de série. Et effectivement, je me suis demandé si cette scène-là n'en faisait pas partie également. Mais c'est un problème que je t'avais dit un petit peu avant qu'on lance l'enregistrement. Ces scènes-là, là, quand ils sont sous le casque Breen, elles sont incompréhensibles en français. C'est la première fois que j'ai dû voir l'épisode en VO, parce qu'en VF, c'était incompréhensible. Tu savais pas à qui il parlait. Ah ouais. Il y a une scène où il drague un autre Breen, là. Et ben, tu sais plus à qui parle Book. Est-ce qu'il parle à O'Brien? Est-ce qu'il parle à Burnham? T'es perdu. Et même dans la VF, il y a des choses qui commencent à être incompréhensibles. Il a fallu que je mette donc la VO et les sous-titres pour lire un peu ce qui se racontait. Il n'y a pas les sous-titres incrustés quand il parle Breen? Juste quand il parle Breen, ouais. Ouais, c'est ça, quand il parle Breen, ouais, du coup. Ah oui, mais du coup, les personnages parlent en anglais. Enfin, pour moi, ils parlent en anglais, et c'est... des fois, ça sort en Breen, des fois, ça sort en anglais. Ouais, c'est incompréhensible. L'épisode m'a perdu plus d'une fois, quoi. Non, puis c'est tout pété, leur traducteur automatique qui met 5 minutes à répondre, et après c'est instantané dès qu'il parle, quoi, et que ça traduit direct tout bien. Enfin, je sais pas. Et puis, on l'a vu arriver gros comme une maison quand ça s'est ouvert, là, le truc, là, l'objet des comment on appelle ça? C'est pas les progeniteurs. Pas les profanateurs, les progéniteurs. Ouais. On l'a vu arriver gros comme une maison, que Burnham allait sauter dedans à la fin de l'épisode. Oui. Oh bah c'était sûr. Il y avait zéro doute quand je disais tout à l'heure que c'était prévisible, c'est que ça, il y avait zéro doute. On aurait pu gagner 45 minutes. Et en plus de ça, ça rappelle justement les pires craintes, les pires théories que t'avais, par exemple celle que tu avais énoncée, Manu, en début de saison, quand en fait on découvre qu'à l'intérieur de cette espèce de gros cube, c'est un portail interdimensionnel, et que forcément Michael elle va aller dedans. Bon c'est un truc dimensionnel, mais ça peut donc aussi voyager dans le temps, on imagine. Enfin, tout est possible. Du coup, toutes les spéculations sont permises en fait. Ça peut vraiment être n'importe qui le caméo. Le koala. Ça, je kifferais. Koala géant, incroyable. Mais ouais, non, enfin, en effet, il y a zéro doute quoi sur ce qui va se passer. J'ai vraiment trouvé peu d'intérêt à l'épisode, quoi. Et c'est pareil quand je parlais la dernière fois que j'étais là du fait que les Breen c'était un petit peu les Klingons croisés aux Romuliens. Ça, on est un peu toujours dans la même logique. C'était grave Klingon dans l'idée, et leur infiltration consiste juste à gueuler sur les autres parce que c'est comme ça que les Breen font, quoi. C'est vraiment ça, toute leur infiltration. Il y a rien d'autre. Puis il y a 10 Breen dans un vaisseau géant. Tu vois, il y a 10 Breen. C'est débilos. Et puis la galaxie, c'est tout petit, hein. Donc tu as le vaisseau Discovery qui se téléporte, alors que l'autre, il arrive en 2 heures, quoi. Ouais, c'est ça que j'ai pas trop compris, parce qu'à un moment, ils nous disent quand même, dans l'épisode précédent, ils ont fait un saut de 22 000 années-lumière, un truc comme ça, ou je sais plus, enfin... En tout cas, je sais plus ce que c'était exactement comme distance, mais c'était une grosse distance quand même. Mais alors le Discovery, on comprend, hein, mais que les vaisseaux Breen, il arrive aussi vite, oui, ça, c'est plutôt incompréhensible, quoi. Mais ça m'a fait, j'appelle ça le syndrome Game of Thrones saison 7, où pendant 6 saisons, les mecs, ils ont mis des saisons justement à parcourir certaines distances. Dans la saison 7, ils le font en un épisode quand il y a besoin. Si t'arrêtes de réfléchir, c'est vachement plus agréable au visionnage, parce que du coup, c'est facile. Mais faut pas réfléchir du tout, quoi, parce que là, ça n'a plus de sens. Ouais, mais le problème, c'est que là, c'était au début de l'épisode, c'est un enjeu. C'est-à-dire qu'en fait, le Discovery est en mauvais état, il faut le réparer, donc tout est urgent par rapport à ça. Et du coup, on comprend plus la notion de temps et de ce qui se passe. Moi, j'étais perdu à cause de tout ça, en fait. On comprend plus les enjeux, je pense que tu résumes bien le truc avec la notion d'enjeu, on comprend plus les enjeux. Ouais. Il y a un enjeu cette saison, c'est d'avoir la technologie avant les autres, et c'est le seul enjeu qui fonctionne, ce qui dure toute la saison, mais les autres, les enjeux intermédiaires, ils en mettent beaucoup, mais du coup, c'est un peu comme les dernières Missions Impossibles, où les films, l'intrigue change 5 fois au milieu, et du coup, tu perds l'intérêt, tu perds le film. J'ai un petit peu ce sentiment avec cette saison de Discovery, quoi.
Et les 2 derniers épisodes particulièrement, enfin plutôt celui-là en l'occurrence, l'autre il était plus posé, il était nul mais il était posé. Là, vraiment dès le début, c'est ça qui m'avait perdu aux premières tentatives de visionnage, c'est que ça s'enchaîne et tu perds les enjeux. Mais tu parlais de 24 dans un podcast précédent, et c'est vrai qu'il y a aussi ce côté-là un peu dans 24. Mais sauf que dans 24, on s'en fout, parce qu'on est sur des rails, quoi. C'est le format, ça change tous les 8 épisodes. Voilà, on est sur des rails, on accepte, ça fait partie du truc, quoi. Mais dans Discovery, c'est quand même des... on passe du coq à l'âne avec des termes forcément de techno blabla, et du coup, au bout d'un moment, on est perdu. Hein. Puis il y a... Pardon. Ouais, en fait, je te disais, on parlait des enjeux, mais il y a que les Breen et la Fédération que ça intéresse. Mais il y a que qui sont au courant, en tout cas. N'en parlons pas. Bah, les autres, ils ont quand même fait un radam de pas possible sur les autres planètes, l'équipage du Discovery pour trouver les pièces, quoi. Ah bah les autres n'ont pas d'espions, ils sont pas au courant, c'est comme ça. Voilà. Les autres, ça les intéresse pas. Ouais, non, mais moi ça me flingue. C'est un univers tout petit, Discovery. Mais justement, t'as les Breen, et donc t'as l'autre faction Breen qui est dirigée par une nana Breen qu'on avait évoquée dans l'épisode de la semaine dernière, qui là visiblement se réveille et va se pointer. Et du coup, alors, j'ai pas bien compris non plus le plan de la présidente de la Fédération et de Saru. Donc en gros, si je résume, hein. Donc la nana Breen, elle va vers les autres Breen pour fumer tout le monde, etc., pour devenir la grosse chef. La présidente de la Fédération essaie de la contacter parce que il faut l'arrêter parce que le Discovery, il faut quand même l'aider pour qu'il récupère la technologie, tout ça. Donc elle se fait complètement bolosser, elle se fait ghoster elle est en vue en fait dans ses communications. Sur Insta. Et en fait, son plan, c'est d'envoyer Saru pour intercepter, pour discuter avec eux. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire de plus que la présidente qui appelle? Je comprends pas en fait. Je sais pas, j'ai pas compris. C'est partie de l'intrigue. Il a peut-être amené des fleurs. Voilà. Moi, la seule partie de l'intrigue que j'ai retenue avec Saru et pas la présidente en l'occurrence, mais comment elle s'appelle du coup, sa copine, sa fiancée. Terina. J'ai juste retenu leur discussion sur leur responsabilité, tu vois, que j'ai trouvé intéressante dans leur relation l'idée que leur responsabilité passe avant, mais qu'ils le font ensemble quand même. Il y a un truc intéressant là-dedans. Et c'est intéressant en plus dans l'idée que c'est la fin de la série. Mais l'intrigue avec la présidente, j'ai rien suivi. J'ai pas réussi. Mon cerveau, il voulait pas. Non, mais je comprends. Moi, je suis dans le même cas. Hein. Si, il y a un autre truc d'ailleurs qui est perturbé, mais... Et vous le voyez comment, le dernier épisode? Ou pas très bien. Mais en fait, je suis perplexe. Hein, parce que ça fait des choses à régler quand même. Enfin, d'un point de vue humain, personnage, quoi. Ça fait des choses à régler, je trouve. Ça se trouve, ça va se régler en 5 minutes en début, et après, c'est que de l'épilogue de personnage, hein, c'est pas possible. Déjà, je pense que l'épisode va durer au moins 1h15, hein, un truc comme ça. Je pense que ça va être un gros épisode. Moi, je vous dis, ça va être un champ de blé. Même Burnham va le traverser, elle va tomber sur un vieux, parce qu'un vieux, c'est toujours mystérieux. Et ça va être un épisode sur le sens de la vie. Le truc que je préférerais, je pense, c'est revoir Lorca. À la rigueur, le gentil Lorca, enfin le Lorca de l'univers normal. Ouais, mais qu'est-ce qu'il ferait? Ça aurait le mérite de boucler la série par rapport à son début. Bah, je sais pas, mais ça pourrait être lui qui a la responsabilité du truc, ou je sais pas. Mais tous les autres caméos d'autres séries, ça sera pété dans tous les cas. Hein. On sait à quoi ça va ressembler. Hein. Comme on le disait, moi j'imaginais, je sais plus dans quel podcast, qu'on pourrait voir à la fois Spock et à la fois Picard, alors peut-être pas forcément en même temps, mais vu qu'il y a cette histoire de portail interdimensionnel, oui, tous les caméos sont possibles, on va peut-être les enfiler comme des perles, hein, même. Ça se trouve, t'as raison. Ça va être le Sliders épisode, quoi. Elle va glisser d'une époque à l'autre. Et du coup, quel est l'intérêt pour les autres personnages? Comment? Enfin, ouais, bref. C'est ça, en fait, oui, parce que Michael est séparé des autres personnages. Donc, on aura le Discovery d'un côté, on aura Saru d'un autre côté, et puis Michael de son côté à elle. Ça va être un peu étrange, comme finale, en tout cas. Parce que tous les finales de Star Trek, en général, l'équipage est ensemble. Hein. Et exactement, et puis chacun finit sa route, quoi. Bon, à la fin de l'épisode, il semblait que l'autre allait foncer dans le vortex, là. Oui, Reinhard. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Le Discovery. Ah oui, effectivement, le machin, après, ils l'ont balancé dehors. Ça devient une sorte de gros vortex. Et a priori, donc, le Discovery pourrait passer aussi dans cette espèce de portail interdimensionnel et du coup retrouver Michael Burnham de l'autre côté, ouais. C'est possible. Et retrouver une autre époque. Une autre époque, une autre dimension. Peut-être Georgiou, hein, on sait pas. Hein. Ah, le gardien de l'éternité? Ouais, déjà vu du coup. Ça serait pour relancer, tu vois, genre il se la joue Marvel et puis il tease comme ça le téléfilm Section 31. Je sais pas.
Et bizarrement, on sait pas, tu vois, on lance des pistes et on n'est toujours pas hypé par la fin, quoi. Ils vont ramener c'est un fils ou une fille qui l'a Q déjà? C'est un fils. C'est un fils, ouais, mais ramener le fils de Q peut-être. Et Maintenant, c'est ils son ont tué propre Q. fils qui joue le rôle de son Ah, fils. c'est vrai, c'est le fils de John Delancey? Oui. Ah, je savais pas ça, j'ai jamais fait gaffe. Ok. Moi, il y a un côté que j'ai trouvé très méta dans l'épisode. Enfin, que j'ai trouvé personnellement méta, je suis pas sûr que ce soit voulu. Quand Michael, elle explique tout son plan au début. Genre, ils ont un problème. Il y a beaucoup de problèmes à régler d'un coup. Et Michael, elle fait on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Et à la fin, Book qui fait mais c'est impossible. Et moi, j'avais envie de répondre non, mais c'est nimp. C'est nimp, c'est vraiment. T'as l'impression de. Les scénaristes, ils ont presque compris que c'était tout le temps trop. Trop et n'importe quoi. Et du coup, autant y aller, quoi. Et son plan, vraiment, ça n'a pas de sens quand à la fin, ils arrivent à éventrer le truc pour faire sortir tout le monde. Et du coup, bah, le risque, c'est de tuer ceux qui se retrouvent dans l'espace. Si vous aviez fait ça quand ils étaient pas dans le vaisseau, du coup, vous niquiez les brines, vous récupériez la machine, personne n'était en danger, vous repartiez tranquille. Mais non, vous y avez pas pensé avant, quoi. Enfin, ils sont où les génies, quoi? Pourquoi c'est à Burnham d'y aller, quoi, tu vois? Parce que c'est toujours à Burnham ouais. parce qu'elle a la réponse de l'épreuve qu'il y a devant le Oui, portail en plus, il y a dimensionnel. ça. Ah oui, à c'est cause de vrai. l'épisode d'avant. Et qu'est-ce que je voulais dire mais par contre, du coup, son plan ne fonctionne pas. Ça, j'ai bien aimé. Du coup, Moll la grille, en fait. Pour que Moll serve à quelque chose. Moll m'a beaucoup... Enfin, pas fan du perso de base, mais les 2 derniers épisodes, la lourdeur pour le personnage. Mais en fait... c'est pas très Ce qui subtil. est terrible, c'est que j'avais zappé dans le previews... Enfin, c'est le Previously de cette semaine qui me l'a rappelé. Mais en fait, c'est elle qui tue le Primarch dans l'épisode d'avant. Dans mon souvenir, je trouvais ça tellement nul que... Elle fait une tilt. Ouais, voilà, c'est ça. Mais dans mon souvenir, c'était tellement nul, je pensais que c'était un des lieutenants Breen qui avait tué le Primarch, tu vois, en se disant, bah, je me range du côté de Moll et je vais le tuer moi-même. Et je trouvais ça pété, mais ça me semblait plus acceptable que le fait que ce soit Moll qui le tue et puis tous les Breen la suivent direct, quoi. J'arrive toujours pas, en fait, avec ça. Et, parce que là, t'as l'impression, quand il lui parle, t'as l'impression, ouais, c'est bon, c'est la reine, c'est la princesse de leur peuple. Bah parce qu'elle avait été mariée à l'héritier, là, un truc comme ça. Ouais, mais enfin bon, c'est un truc visiblement qui était pas reconnu par personne avant, et puis là maintenant c'est bon, quoi. Oh, bon, on n'est plus à ça près, hein. Mais le traitement de l'oncle, déjà, je trouve ça tout pété. Le mec, il a une folie des grandeurs tout seul dans son coin, les autres, ils sont d'accord à suivre un trait direct. Bah oui. Il a même pas un lieutenant pour l'aider, pour le soutenir, pour être là pour le chef de la sécurité. Non, tout le monde le trahit, c'est pas grave. Ouais, ça n'a aucun sens, ouais. Moi, j'avais une question par rapport à un élément de l'épisode qui m'a perturbé, mais je sais pas si c'est parce que... Enfin, c'est peut-être normal. J'ai des mauvais souvenirs de la saison 3 sur certains points. J'étais perturbé par la discussion entre... j'ai encore perdu son nom, mais Saru et sa fiancée. Sur le fait qu'il référençait que la partie vulcaine. Alors, il me semble qu'elle est vulcaine, mais dans un contexte où Nivar est réunifié, je trouve ça hyper bizarre de s'adresser qu'à la partie vulcaine d'une personne qui fait partie d'une société qui est en reconstruction et en réunification, quoi. Ça m'a perturbé. Mais je sais plus le statu quo de elle vis-à-vis des Romuliens. Ça a dû être exposé en saison 3, je pense. Si je me souviens bien, c'est la présidente de Nivar, donc elle représente à la fois les Vulcains et les Romuliens. Ouais, ça... Non, mais du coup... Attends, ah oui, non, l'autre, c'est la présidente de la Fédération. Elle, c'est la présidente de Nivar, ouais, c'est ça, ok. Ouais, du coup, je trouve ça très moyen. J'ai l'impression on s'en fout des Romuliens. Le public connaît les Vulcains, on va insister sur le côté vulcain de la chose. Ouais. Non, mais ça, j'y ai pensé aussi, j'ai eu la même réflexion que toi. On va quand même parler des 2 éléments qui sont plutôt cool dans l'épisode. Tu l'as évoqué tout à l'heure. C'est Adira, Stamets et Culberts, donc qui forment une belle petite famille, etc. Mais t'as raison, c'était plutôt occulté la saison précédente. Et là, pouf, ça revient comme un cheveu sur la soupe. Leur relation, le fait de mettre en avant donc Stamets qui est inquiet qu'Adira parte en mission sur le terrain. Et parce que oui, effectivement, ils se sont rendus compte que oui, c'est la fin. Il faut peut-être faire revenir ça, quoi. Un petit peu, un minimum. C'est qu'à un moment, j'avais presque l'idée d'avoir fantasmé cette cellule familiale formée dans la saison 3, et en fait, non. En fait, non, ils l'ont juste oublié entre-temps. Mais oui, au moins, je trouve ça relativement bien fait, relativement cohérent. Je trouve que la réaction de Stamets est très en raccord avec le personnage et ses peurs, quoi. C'est un personnage qui est très anxieux et j'arrive à comprendre le truc. C'est juste que ça retombe un peu comme un cheveu sur la soupe. Ouais, je trouve aussi que ça marche très bien. Et l'autre partie, c'était Reinhard. Le fait qu'il ne veuille pas s'asseoir dans le siège du capitaine, que tout le monde le remarque, etc. Et que Tilly, elle lui fasse des espèces d'encouragement et que l'autre, il l'envoie chier. Enfin bref. Et qu'à la fin, mais qu'il l'envoie chier, mais que ça reste quand même finalement
il y a quand même une complicité entre les deux qui s'instaure, et ça, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Et le fait que finalement, voilà, à la fin, il s'assoit dans le siège en disant bon, maintenant c'est bon, ça va chier, quoi. Voilà, c'est vrai que c'est des petits détails de rien du tout, mais voilà, on se raccroche à ce qu'on peut. Hein. Ouais, on se raccroche à ce qu'on peut parce qu'en plus, je trouve pas ça incroyablement bien Non. fait parce que j'ai l'impression d'avoir eu un arc ralenti de 10 épisodes alors que ça aurait pu être réglé en 2 et que vraiment on a passé une saison avec un personnage qui doute à moitié de lui-même sans douter de lui-même totalement alors qu'on sait qu'à la fin il va tout déchirer parce qu'il est là pour ça, quoi. Du coup, c'est très bizarre dans le vécu, vraiment l'impression d'inertie dans l'évolution du personnage alors que on sait vers quoi ça va et c'est assez évident et c'est assez logique en plus. Mais et du coup, ça, comment dire, ça contribue au fait qu'on trouve cet épisode complètement creux aussi. T'as raison. Bah oui, ça fait du surplace dans ce que ça raconte là-dessus. Mais tu vois, ils auraient envoyé, je sais pas moi, Raynor à la place de Burnham. Raynor, elle lui aurait confié le secret. Ça, je sais pas, je trouve que ça aurait été mieux. Peut-être qu'il aille lui. Mais à un moment, elle le dit pas le secret en disant ça veut rien dire, mais on verra sur place, un truc comme ça. Ah ouais, je sais plus. Il me semble qu'à un moment, elle leur dit ce qui lui a été dit, et il y a quelqu'un qui lui répond que ça veut dire quoi, et elle dit je sais pas, on verra sur place, un truc comme ça. Super le plan, quoi. Putain. Bah, on verra sur place dans le sens, c'est peut-être plutôt ça sera évident une fois qu'ils seront sur place, tu vois. Ils peuvent pas comprendre maintenant, mais... Ouais, donc elle a encore une fois super confiance, quoi, en l'avenir. Bah, c'est-à-dire que l'ambiguïté de Michael, c'est que pour un personnage qui considère qu'elle est super importante, parce qu'il y a quelqu'un qui peut réussir le truc, elle se met vachement en danger. Elle pourrait faire en sorte que les gens ouvrent le chemin et popper à la fin devant le vortex, tu vois, enfin, ou devant la boîte, parce que c'est pas la base que c'est un vortex dedans. Mais du coup, elle se met vachement en danger pour un personnage qui est le seul à avoir la clé pour la fin, quoi. Bon, en tout cas, même si c'est artificiel, j'ai bien aimé la scène au début où elle fait la réunion. Et je me suis dit, ah, enfin, quand même, elle fait une réunion avec tous les officiers supérieurs pour discuter de qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, quoi. Même si le plan, au final, qui en ressort, il est pété, au moins on a cette conversation, ce truc qui fait très Star Trek et qui est plutôt absent de Discovery. Voilà, je sais plus quoi dire d'autre. Hein. Je trouve ça bizarre, la réunion des officiers, parce que c'est un truc qui marchait dans les anciennes séries, et je trouve que là, ça marche moins dans la... Étant donné qu'ils mettent beaucoup de proximité entre les personnages, qui existaient déjà avant, mais les rangs fonctionnaient, les rangs étaient respectés. Il y avait vraiment des épisodes où on avait... il y en a qui en chiaient parce que les autres, ils leur avaient dit de faire ça, quoi. Mais on le ressent moins dans Discovery, ce qui est pas forcément toujours mal. Hein. J'aime bien l'idée d'un équipage pas forcément hiérarchisé ou autre, mais du coup, quand ils font des scènes de réunion d'officiers où Adira est censée montrer sa valeur, ouais, mais en fait... Pour moi, il avait montré sa valeur il y a 2 saisons déjà. Vivement que ça se finisse. Vivement que ça se finisse, ouais. Moi, je maintiens la métaphore des baïonnettes la veille de l'armistice. Hein. Des fois, il y a des séries, je regarde pas le dernier épisode parce que je veux pas que ça se finisse, et là, c'est peut-être je vais pas le regarder parce que ça va être nul. Bon, je vais regarder parce que je fais podcast. Ouais. Alors du coup, à votre avis, comment ça va se terminer justement ? Est-ce que vous avez des théories particulières ou est-ce que vous êtes complètement dans l'expectative ? Le vortex ouvrant tellement de possibilités, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis plutôt dans l'expectative sur ce qu'on va trouver derrière, mais j'ai peur. Oh, moi, je pense que ça va se finir elle va sauver l'univers parce qu'elle était l'élue. Oui, comme bien à chaque sûr. fois. Non, mais ça, c'est le postulat de base. Voilà. Et il le dit même à Raynor, je pense, en plus. Il dit à Michael, il la taquine un peu en disant « Bah oui, ça vous attendait là, ça attendait l'élu, ça vous attendait que vous, quoi. » Ah, bah, je vous dis, un champ de blé, un vieux et un discours sur le sens de la vie. Le vieux, ça sera Picard, dans un champ de vignes. Et voilà. Ouais, j'aimerais bien que ce soit Tom Hardy. Ah oui, ça serait pas mal. Shinzon, qui l'attendent. C'est un peu Red Skull sur la planète de la pierre de l'âme dans Avengers Infinity War. C'est le vieux méchant d'il y a longtemps, tout pourri, que les gens ils aimaient pas trop. Il détient le savoir. Ça se trouve, ça sera Khan, hein. Imaginez, c'est Khan. Ou Sibok. Oh putain. Ça sera le dieu qu'on voit dans Star Trek 5. Ouais, le dieu de Star Trek. C'est encore un piège. Le deuxième. Ouais. Bon alors, est-ce qu'on fait des paris ? C'est vrai que parier sur Lorca, ça serait pas mal quand même. Franchement, moi je mise Lorca en espérant que ce soit Lorca. Prime Lorca ou miroir Lorca ? Prime Lorca. Mais pourquoi Lorca ? Parce que d'un point de vue purement cyclique de la série, hein, c'est tout. Hein. C'est une méta-théorie, pas une théorie par rapport au scénario, parce que le scénario dit clairement n'ayez plus de théorie, on fait ce qu'on veut.
Ok. Parce que alors là, je serais étonné de le voir, quoi. Là, tu vois, ça me mettrait perplexe. Moi, dans la saison 1, quand Miroir Lorca, il tombe dans l'espèce de gros truc et tout, machin, moi, je me suis toujours dit, il est pas mort, il est parti dans une autre dimension, tu vois. Donc moi, je serais Dans plus... Star Trek Online, il est dans le réseau mycélien. Voilà. Mais du coup, je tablerais bien sur Miroir Lorca, moi. Et Spock et Picard. Et Cisco, Spock allez, tant qu'on y est. Oui, j'y ai pensé à Cisco. J'y ai pensé, ouais. Ah, genre, ça amène à... C'est une sorte de vortex comme le... Comme le Vortex Comme Voyager. le vortex, ouais. Franchement, je prends pour avoir ma référence à Deep Space Nine, mais c'est tout. Ouais, on pourrait voir les prophètes. Ouais, carrément. Ramener Garak. Ah oui, ramener Garak, ça serait bien. Et pour le sens de la vie, c'est pas mal la discussion, quoi. Imaginez de l'autre côté du vortex, c'est juste Bashir et Garak qui sont en train de discuter autour d'une table dans un bar et du coup t'arrives dans le bar. Meilleure fin de Discovery possible, je serais peut-être. tellement content. Oh, une fin à la fin de Code Quantum et Burnham ne revint jamais. Merde. On est emballés, les gars, là. Ouais, je sais pas. Enfin, franchement, c'est vrai que je suis très inquiet. Ça va. L'épisode va s'ouvrir. Il va y avoir quelqu'un qui va dire fermez l'iris et bam, Burnham qui s'éclate de l'autre côté du vortex. Bon, bah voilà. Donc, on est tous d'accord pour dire que l'épisode de cette semaine, c'était une catastrophe. On a peur pour la semaine prochaine. Et du coup, on va passer directement à la partie promo ou reco. Manu, est-ce que tu as quelque chose à promouvoir ou recommander? Pour pas me faire engueuler par Marie-Paul cette fois, lundi prochain, on a le coin lecture. Donc, puisque c'était la dernière fois, c'était il y a 2 semaines que j'étais là, donc ça marche aussi. Donc, sur Twitch à 21h, sur le Twitch de Coin Pop. Donc, twitch.tv/lecoinpop. Et on va donc présenter 4 lectures. Je sais même pas encore qui sera là, mais on verra. Et sinon, en reco, bah si, à la rigueur, j'ai commencé récemment la série Entretien avec un vampire, j'ai maté la 1, et c'était pas mal, donc sachez que la 2 vient de commencer. Ok. Et que c'est sur Paramount+, donc si vous regardez Star Trek, normalement. Ouais, vous l'avez aussi. Exactement. Et toi, Cyril, des nouveaux podcasts en route? Eh ben oui, on est en train de faire un cycle sur The Orville, ou The Orville, ça dépend comment vous voulez le prononcer. Donc on a fini la saison 1 là avec Arcadie, et on attaque la semaine prochaine saison 2, et on entame aussi un cycle sur la planète des singes. Ah, ça c'est bien. Voilà, on se diversifie un peu. Bah oui, le space opéra. T'as aimé le dernier, du coup? Je l'ai pas vu encore. Le dernier, je l'ai vu hier, c'est comme pour Avatar, moi j'ai beaucoup de mal à m'identifier à des personnages en images de synthèse. Ah ouais, bah, c'est dans la lignée des 3 derniers ou pas là-dessus? Oui, Parce que moi, je trouvais que les 2 de Matt Reeves, j'aime pas le premier de Matt Reeves, du coup le 2 de la trilogie. Mais par contre, techniquement, je trouve ça hyper bien. Je me suis fait les 10 d'un coup, là, de la planète des singes. Oui, le dernier ressemble beaucoup aux deux avant-derniers. Intéressant, parce que c'est quand même pas mal. Faut aimer les passages. Il dure 2 heures, hein, le film. Hein. Comment dire? C'est un peu contemplatif, voilà. Mais les 2 de Matt Reeves, je le faisais déjà, il y avait beaucoup de passages avec les singes qui du coup parlaient en langage des signes, et il y a des longs moments sans dialogue assez contemplatifs dans la forêt quand même. Si c'est dans la même vibe, pourquoi pas, hein. Je trouve pas que c'est des chefs-d'œuvre, mais c'est des bons films quand même. Vibe. Si t'as aimé les 2 avant-derniers, t'aimeras celui-là. Ouais, bah moi en reco, Dave encore, hein, je suis toujours sur la saison 2, et aussi qu'est-ce que je vais regarder d'autre? Je vais regarder South Park, il y a un dernier South Park qui va sortir là, je crois qu'il est sorti peut-être, je sais pas. Attends, il est sorti Ouais, je crois que c'est aujourd'hui, je suis pas sûr. En tout cas c'est cette semaine il me semble. Et sinon, vas-y, hein. je ne sais pas, je sais plus. Là je suis un peu perdu en ce moment. Entre plein de choses différentes. Il y a plein de films que je veux aller voir au cinéma, donc pour l'instant j'ai pas grand chose à recommander, à part regarder Dave sur Canal+, parce que c'est vrai que c'est très très drôle, et c'est aussi un peu touchant, mais c'est surtout surprenant pour moi en tout cas. Ouais, c'est surprenant, hein. C'est très surprenant. C'est sur quoi l'histoire? Parce que vous me dites Dave, moi j'ai le chanteur. Est-ce que t'as vu Atlanta ou pas? Non. Du coup, parce que le pitch de départ c'est la même chose, mais c'est un mec qui veut percer dans le rap. Ah oui, d'accord, du coup, je vois. c'est où? C'est à New York? Non, c'est à New York? Ah, je sais plus où c'est. Non, c'est à Los Angeles. C'est à Los Angeles, ouais. Et du coup, sauf que dans Atlanta, c'est aussi un gars qui veut percer dans le rap. Atlanta. Là, c'est un rappeur blanc. Du coup, au début, ça part... tu penses ça va partir comédie, et c'est globalement quand même de la comédie. Mais ça traite de sujets hyper intéressants et hyper importants, en fait. Et que tu vois pas vraiment dans beaucoup de séries. C'est vrai. Et aussi, il a une particularité au niveau de son anatomie, cette personne. Et ça a un grand rôle finalement dans la série qui était plutôt inattendu. Moi, je m'y attendais pas du tout à ça.
Enfin voilà, je te laisse découvrir. Et encore, t'as loupé des épisodes qui rattrapent ces... Ok, je le ferai, je te promets, je vais me rattraper. Du coup, sur Canal, ça s'appelle Dave aka Little Dicky. Aux États-Unis, ça s'appelle juste Dave, mais je sais pas, pour mieux comprendre, je pense que sur Canal, ils ont rajouté le aka Little Dicky qui est son nom de scène. Ok. Ah, et sinon, j'ai fini la saison 2 et donc la série Tokyo Vice, que je recommande toujours. Et sachez que du coup, la série, même la fin, elle est très très bien. Donc du début à la fin, c'est une bonne série. J'ai toujours pas maté la 2, mais ouais, j'ai hâte. Ouais, la 2, elle tient ses promesses. En tout cas, merci à toutes et tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas que si nos podcasts vous plaisent, merci de nous mettre 5 jolies étoiles et sympathiques commentaires sur les applications où vous nous écoutez, que vous pouvez nous retrouver sur notre Discord, notre Blue Sky, notre page Facebook et surtout sur notre site internet podcast.lecadranpop.fr. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et tous une longue vie et pleine prospérité. Salut tout le monde. Salut. Salut. Bonus Trax. Pour fêter les 15 ans du film Star Trek de 2009 qui a relancé la franchise, nous allons le projeter lors d'une séance spéciale le samedi après-midi 21 septembre 2024. Et bien sûr, comme précédemment, nous allons vous préparer tout un tas de surprises et d'animations pour en faire un moment Star Trek inoubliable. Il y aura bien sûr la projection du film en version originale sous-titrée, mais aussi un enregistrement en public du podcast d'analyse avec mon équipage d'élite. Avec bien sûr Manu, Marina, Romain Brami, Romain Nigita et Marie-Paul. De nombreuses contreparties seront disponibles sur le site de KissKissBankBank. Il y aura notamment un fanzine, des quiz, une tombola et plein d'autres surprises. Vous pourrez participer du 30 avril au 9 juin, tout ça au cinéma Le Club à Metz dans une ambiance très décontractée.